Salut à tous, bienvenue à vous sur le podcast Génération Décolonisation, un podcast fait pour toi. Oui, pour toi qui cherche à te décoloniser, à t'enlever cette vision eurocentrée et étriquée du monde. Aujourd'hui, je reçois mon tout premier invité, qui est Monsieur Bachir Meng. Comment allez-vous, Bachir? Comment vas-tu, Bachir? Je vais très bien. J'ai vous voyez et tout, ça va? Très bien. Est-ce que je dois t'appeler juste Monsieur Bachir ou Monsieur Bachir Meng ou grand boss? Non. Président? Non, Bachir, ça ira. Ok. Bachir, je suis très content de t'avoir. Je te présente un peu. Tu es le créateur du centre culturel Hors les Murs, Paris Afro, le Paris Afro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le Paris Afro, c'est comme tu l'as dit, c'est un centre culturel hors les murs. Déjà parce que depuis que je suis en France, depuis quelques années, j'ai ressenti le besoin de rencontrer les autres Afriques que j'ai rencontrées ici. Il faut savoir aussi que fondamentalement, dès qu'on arrive en Europe, on se rend compte réellement qu'on est vraiment tout de noir vêtu. Parce que tout le temps, dans les rues, un peu partout, en fait, on nous voit comme étant des Africains. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs Afriques. Et la question était de faire le nécessaire pour que ces Afriques puissent s'unir, se rencontrer, de temps à autre débattre autour de certains sujets. Et c'est comme ça que m'est venue la nécessité de lancer, en tout cas, cette initiative. Au début, c'était tout simplement des activités qu'on faisait comme ça, entre nous, entre jeunes afropéens de Paris. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était intéressant de pouvoir, étant donné qu'on avait des difficultés pour avoir des locaux, c'était intéressant de pouvoir organiser des événements, mais dans plusieurs endroits différents, un peu partout à Paris, et occuper vraiment Paris le plus possible. Donc c'est pourquoi, effectivement, on a décidé d'appeler ce projet finalement un centre culturel, qui est tout simplement un centre culturel hors les murs, parce qu'on n'est pas figé, on n'est pas dans un lieu, dans le deuxième, dans le troisième, on est partout. Ok, parfait. Moi, je voulais savoir, il y a une des phrases qui a retenu mon attention, c'était c'est plus qu'un centre culturel, c'est un pari. C'est un pari, et il y a une phrase que tu disais, le Paris Afro, c'est un paquebot et on va tout faire pour l'emmener vers les quais du possible. Oui, exactement. En fait, c'est un pari parce que tout simplement, depuis, je peux dire, depuis l'Égypte antique, il y a tellement de combats qui n'ont toujours pas encore été clos, que les Afros du monde essaient de mener. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des combats jamais clos, que nous aussi, on est en train de reprendre. Et parmi ces combats-là, il y a les combats de Cheikh Anta Diop, il y a aussi les combats de Césaire, etc., etc. Et donc, on s'est dit que c'était important de lancer un pari qui va, au fait, permettre à ces Afro-descendants qui viennent vers nous de pouvoir relever les mêmes défis. De relever les mêmes défis que ces anciens, c'est-à-dire ces combats jamais clos, continuer à se battre pour être... déjà pour valoriser nos langues africaines, parce que malheureusement en Afrique, on n'apprend pas plutôt nos langues à l'école primaire, etc. Donc il y a beaucoup de combats qu'on reprend. Donc l'idée, c'était de lancer un pari et de dire aux gens, venez rejoindre ce paquebot pour rejoindre effectivement ces quais du possible. Donc tout part de l'imaginaire. Et c'est en s'inspirant de beaucoup de personnes qui ont eu à rédiger des œuvres extraordinaires qu'on s'est dit qu'un pari à Paris allait peut-être pouvoir résoudre les problèmes. C'est parfait, j'aime beaucoup. Moi, je suis admiratif parce que t'es pas né en Europe, t'es pas né en France. Non. T'es né où exactement? En fait, moi, je suis né en 87 à Bujumbura, Burundi, qui est aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde, malheureusement. Je suis né là-bas en 87 et après, ma mère qui est rwandaise, qui vivait là-bas, avait rencontré mon papa sénégalais qui était un grand commerçant. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que la plupart des Africains de l'Ouest, quand ils voyageaient beaucoup plus en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, parce qu'ils avaient compris que c'était... Il y avait de l'argent à prendre. Voilà, il y avait de l'argent à prendre. Donc mon père était un très grand commerçant. Donc c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Donc moi, je suis né au Burundi et par la suite, après, on est allé vivre dans le village de mon père qui se trouve à Diama, à 40 km de Saint-Louis, qui est la capitale, qui est la première capitale de l'Afrique occidentale française. Tu te sens plus sénégalais ou burundais? Je suis fondamentalement sénégalais parce que je suis fondamentalement sénégalais parce que je connais beaucoup. En fait, je connais mieux le Sénégal. Même si j'ai été éduqué par ma mère rwandaise qui parlait pas wolof et qui a vécu toute sa vie au Sénégal. Mon père, il est décédé quand j'avais 9 ans. Donc il a dû vraiment prendre soin de 5 enfants.
Donc, je pense dans l'éducation, j'ai vraiment un côté rwandais, mais j'ai vraiment découvert, sincèrement, que j'étais à 100%, en tout cas, c'est un peu l'impression que les gens m'ont donné, que j'étais vraiment à 100% sénégalais quand je suis venu en France. Bah, moi, je pensais que tu étais 100% sénégalais. Ben voilà, c'est ça. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus sénégalais qu'autre chose, mais l'amour que je porte pour ma mère et tout ce qu'elle a fait pour nous en tant que Rwandaise, j'ai toujours été fier aussi de dire que je venais de ce pays aussi. Ah, c'est beau. T'es arrivé à quel âge en France? Je suis venu il y a 4 ans et demi, il y a 4 ans et demi, 5 ans. D'accord. Donc aujourd'hui j'ai 33 ans, donc je pense que voilà, j'avais 28 ans quoi. Mais moi, quand je te dis que je suis admiratif, c'est Ouais. des gens qui ne sont pas nés ici. J'entends beaucoup, même nous, hein, les gens qui sont nés ici, on est beaucoup dans le ouais, on n'arrive pas à cause de ça, ou on trouvera toujours des barrières, on dira ouais, mais ça on peut pas. Et je trouve que les gens qui viennent d'ailleurs, quand je dis d'ailleurs, c'est du continent, mais même des Antilles ou d'Amérique, quoi, qui viennent d'ailleurs et qui te montrent que hey, moi je suis pas d'ici. Je ne connais pas la langue, enfin, c'est possible que je ne connaisse pas la langue, il est possible que je ne connaisse pas les codes, mais je vais te montrer par A plus B que c'est possible et on va y arriver. Et je trouve qu'avec le Paris Afro, c'est ce que tu fais. C'est que tu es clairement en train de nous dire, moi je ne suis pas né en France. Totalement. Je suis arrivé, je ne sais pas si tu n'avais pas tes parents, tout ça, donc je suis tout seul. Okay, et je te montre que je peux me débrouiller. Et moi, pour moi, c'est une claque qu'on devrait... On l'a déjà vu avec nos parents, parce que moi, nos parents viennent de là-bas, et du coup, c'est la première claque qu'on a eue, mais quand je vois les générations de maintenant qui se déplacent et qui te montrent que c'est possible, c'est tout gagné, quoi. Oui, non mais en fait je partage totalement ton avis sur le sujet, mais ce que j'ai vraiment envie de dire c'est, je pense que les motivations ne sont pas les mêmes. En tout cas, ce qui fait que nous parvenons à réaliser certaines choses, la source est effectivement différente. Par exemple, moi, mon cas, moi je suis quelqu'un... mon père est décédé quand j'avais 9 ans. Mon père était un commerçant, il s'est battu toute sa vie pour réussir. Et quand il a commencé à s'en sortir un peu, la première chose qu'il a fait, on avait une maison à Bujumbura et tout. Hein. La première chose, c'est qu'il a décidé de rentrer au village. Il a décidé de rentrer dans son village natal, Djama. Voilà, je fais un petit coucou, peut-être s'il y a voilà, des gens de Djama, du village qui vont peut-être regarder ça. Il a décidé d'aller là-bas, d'investir et de vraiment aider sa communauté. Mon père, il était... au fait, il a été celui qui a permis à ce village d'avoir de l'électricité, d'avoir de l'eau potable. Wow. Et il parvenait à faire vivre plus de 30 personnes. Donc du coup, pourquoi je te parle de ça? Parce que quand j'ai eu 9 ans, etc., mon père, je ne le connaissais pas vraiment. Et au fait, ma mère nous a raconté un peu ce qu'il avait réalisé. Et au fur et à mesure, on s'était dit au fait qu'on ne devait pas échouer. Et en même temps aussi, il y a aussi cette maman qui, toute sa vie, a vraiment tout sacrifié. Et donc, quand tu vois ça, et tu vis dans une certaine pauvreté, mais une véritable pauvreté, quoi. C'est-à-dire où tu manges une fois par jour, des choses comme ça. Il arrive un moment dans ta vie où tu sais que tu n'as pas le choix. Il faut vraiment que tu réussisses. Et je veux aussi ajouter par rapport à ça le fait que, au fur et à mesure, en tout cas moi, ma mère qui n'a jamais été à l'école française, etc., nous a fait comprendre qu'il fallait essayer d'atteindre la plus haute dimension de nos âmes. En quoi faisant? En essayant de s'instruire le plus possible, en faisant beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la guitare, par exemple. J'ai fait un peu de guitare, etc. Et c'est la guitare qui m'a emmené en France, au fait. C'est pas les études, c'est pas ma mère, c'est pas mon père. Là, et donc, c'est vraiment la guitare, au fait. C'est la guitare parce que j'avais déjà cet état d'esprit où elle nous a dit, votre père était un grand débrouillard. Il s'est battu, etc. Vous ne le connaissez pas, mais il vous a légué quelque chose d'extraordinaire. Et toute sa vie, c'était ça, au fait. Et elle aussi, elle nous a beaucoup inspiré. Et donc, je pense, pour revenir à ce que je disais au début, que ce qui nous motive, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, est peut-être différent de ce qui motive les autres. Je pense que les autres sont motivés peut-être par, je sais pas, par le parcours plutôt de leurs parents, d'autres choses. Mais en tout cas, la plupart des jeunes Africains que je rencontre ici, à Paris, mais c'est des gens qui ont des histoires mais extraordinaires, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour eux. Et ils y pensent tous les jours. Moi, je ne dors pas sans être sûr que ma sœur ou certains de mes proches, là-bas en Afrique, sans être sûr qu'ils sont bien. Manque de rien, quoi. Voilà, c'est ça. Okay, c'est parfait, c'est magnifique. En plus, j'allais te demander, est-ce que tu as une phrase de ta mère ou de ton père, ou des deux peut-être, qui reste en toi et qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours une phrase, moi je sais qu'il y a des phrases que mes parents m'ont dites, elles sont en moi, elles sont gravées à vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je pense à ces phrases, ou à chaque fois que je dois gravir quelque chose, je pense à ces phrases. Ah ouais.
Ah ouais, là tu me rappelles. Une espèce de leitmotiv, hein, ouais. Au fait, là tu me dis un truc qui me touche quand même un peu perso. Au fait, qui me rappelle quelque chose. Tu peux ne pas en parler si tu veux. Ah non, non, la phrase, ma phrase. Non, au fait, je vais en parler, mais c'est pas vraiment une phrase, mais je vais un peu expliquer. Ouais. Au fait, la dernière fois que je suis venu, l'avant-dernière fois où je suis venu en France, là tu me poses une question quand même qui me touche un peu particulièrement parce que l'avant-dernière fois où je suis venu en France, toute ma famille avait organisé une grande fête, quoi. Pour toi? Ouais, pour me dire au revoir, parce que c'est cette fois-là où j'avais réellement un visa quand même de genre long séjour. J'avais la possibilité de rester longtemps. Et ils savaient que j'allais rester 1 an sans revenir. Donc la première fois, c'était pour la musique. Après, je suis resté quand même 1 an sans revenir. Donc voilà, ils ont fait une petite fête comme ça pour me dire au revoir. Parce que aussi, quand on voyage en Europe, en Afrique, c'est quelque chose d'important. Oui. Donc, parce que voilà, souvent, tu voyages aussi pour aider. Est-ce que t'es l'espoir un peu de la famille? On t'envoie en mode ambition. Exactement. Et donc, du coup, en partant, je me souviens, et je n'oublierai jamais, ma mère, elle vient me dire à la fin, ouais, en fait, elle vient me dire à la fin que c'est... Tu veux qu'on arrête? Faire une pause, tu veux? Non, on continue. Non, on continue. En fait, elle vient me dire que ce voyage me rappelle le voyage que j'avais effectué pour venir au Sénégal. Au Sénégal, ça c'est magnifique. Et donc, du coup, ce qui m'a, moi, permis de continuer à vivre au Sénégal, j'avais ni maman, papa, personne. Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait rien dans un village. Ma mère, elle pouvait rester 2 ans. Souvent, même ça, sans échanger avec sa famille. Donc, elle m'a dit, okay, écoute, tu vas aujourd'hui en Europe, j'ai un conseil à te donner. Moi, si j'étais consciente de tous les coups, de tous les coups bizarres que les gens voulaient faire contre moi, si j'étais consciente de tout ce qui se passait, je parlais bien Wolof, je ne pense pas que j'allais pouvoir vous élever, vous. Je ne pense pas que je vais pouvoir vraiment vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Et elle m'a dit, s'il y a quelque chose qui va te permettre d'avancer, là où tu vas, essaie de savoir que les humains sont différents. Essaie de les accepter comme ils sont. Et essaie toi de te challenger pour être la meilleure version de toi-même. Et n'oublie pas, essaye d'atteindre la plus haute dimension de ton âme. C'est beau, c'est très très beau, c'est très très beau. Je voulais revenir sur le Paris Afro. Ouais. On dit tout le temps que c'est très parisien, donc ça reste un centre culturel parisien, mais parce que j'avais pas mal de gens qui me demandaient, mais si j'habite pas à Paris, par exemple si j'habite à Montréal, si j'habite en province, est-ce qu'il y a des... Je sais qu'il y a des lives qui sont faits, genre, on dit Paris Afro et je pense que les gens, dans la tête de beaucoup de gens, ça va être bloqué, genre ah ouais mais c'est que pour les Parisiens. Tu vois. Oui. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a plein de lives, il y a plein de petites vidéos qui sont faites. Enfin, tout est fait aussi pour que ça reste pas que intra-parisien. Effectivement. Que ça soit... t'es à Montréal. Oui. Cette petite... et je trouve ça pas mal. Effectivement, mais au fait, cette partie, c'est plutôt une partie, en tout cas, qui est liée à l'inspiration qu'on veut réellement faire de ce projet. Bon, en fait, je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui... Les membres du Paris Afro, la plupart, c'est des gens qui aspirent à retourner retourner vivre en Afrique, ouais. La plupart. Donc moi, je pense que on va faire en tout cas, on va écrire une partie de l'histoire comme Aliou Diop, comme Senghor, etc. Voilà, on ne peut pas réellement se comparer à eux, peut-être pas Senghor, hein, disons Cheikh Anta. Voilà. Non, mais voilà, je ne suis pas senghoriste. Mais au fait, l'idée, c'est vraiment, en faisant des lives comme ça, etc., essayer d'inspirer d'autres personnes pour que ces gens-là puissent lancer les mêmes initiatives chez eux. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif du Paris Afro, c'est d'éveiller les consciences, c'est de déconstruire les imaginaires et permettre aux gens de se dire, on peut aussi s'unir et faire des choses ensemble. Quand j'ai lancé ce projet, j'étais en France pendant 2 ans, 2 ans et demi. Donc, je ne comprenais pas vraiment les codes. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce pays. Mais je me suis dit que c'était important qu'on puisse faire des choses ensemble. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nos projets. Et je me dis, mais si vous êtes né en France, si vous avez vécu ici, si vous êtes né au Canada ou en Belgique, etc., soyez sûrs et certains que vous pouvez lancer des projets avec d'autres afrodescendants. Et évidemment, il y aura des hauts et des bas. Évidemment, ça va être compliqué. Cheikh Anta Diop, il a été combattu par Senghor, mais par tous les moyens.
Senghor, il a jamais aimé Cheikh Anta Diop, on le connaît. Hein. Donc c'est Aliou Diop qui a décidé finalement de faire le nécessaire pour qu'il puisse publier son livre, etc., plutôt Nation Nègre et Culture et d'autres livres chez lui. Donc, mais Senghor aujourd'hui, tout le monde chante ses louanges, voilà, tout le monde l'apprécie voilà, en quelque sorte. Et je pense que oui, la route peut être compliquée, complexe, mais ce qu'on fait, c'est comme débroussailler une forêt touffue. C'est d'une complexité sans nom, mais c'est en étant ensemble qu'on peut parvenir, en tout cas pour moi, à inspirer quand même cette génération future et inspirer aussi les autres qui sont dans d'autres endroits du monde pour qu'ils puissent éventuellement lancer les mêmes projets. Donc les lives, juste pour terminer là-dessus, les lives, on les a lancés parce qu'on était vraiment en période de confinement. Et après, on s'est dit que ça peut être une bonne idée de continuer à le faire pour inspirer d'autres qui peuvent à l'avenir peut-être proposer les mêmes projets. D'ici 5-6 ans, moi je pense peut-être même pas que je serai en France. Je pense que beaucoup de personnes qui ont lancé le projet de Paris Afro ne seront pas là. Mais on a envie que d'autres personnes puissent continuer à gérer ce projet. Et on a envie aussi que d'autres personnes puissent s'inspirer et faire autre chose, quoi. Voilà. Ok. Je voulais te demander, dans l'équipe Paris Afro, il y a qui exactement? Enfin, vous êtes... Alors, au fait, l'équipe du Paris Afro, il y a plusieurs pôles. Moi, je suis le coordinateur des pôles. Donc, il y a le pôle lecture avec Degla. Il y a le pôle écriture avec Martial, qui est un juriste, écrivain. Et toujours dans le même pôle, il y a Moïse Diédiou, qui est un écrivain universitaire qui vit au Sénégal. Lui, il vit au Sénégal. Donc, dans le Paris Afro, il y a un membre de l'équipe qui vit au Sénégal, qui vit sur le continent. Et il y a aussi Nathalie, qui est aussi écrivaine. Il y a Rachida qui s'occupe de tout ce qui est gestion de projet et des partenariats. Il y a Mati qui gère le pôle finance, le pôle conférence, toutes les conférences qu'on fait. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Avant que tu me parles de ta mère tout à l'heure, je voulais te poser une question. C'était, comme tu l'as dit là, il y a pas mal de femmes dans ton entourage. C'est-à-dire que ce soit dans le Paris Afro ou même quand je vois les invités que tu proposes, c'est très... je vais pas dire c'est très féminin, mais tu laisses une... Enfin, non, tu ouvres la porte. D'ailleurs, tu laisses une porte, non, tu ouvres la porte aux femmes. J'ai vu que tu as eu beaucoup d'invités. Tu as eu Rokhaya Diallo et d'autres, mais... Ce que je voulais dire, c'est, je sais pas si tu le vois comme moi, mais on est dans une période où je prends dans l'activisme. Si tu prends dans l'activisme, dans la déconstruction de ça, où les femmes africaines ou descendantes d'africaines sont beaucoup plus en avance ou beaucoup plus avancées que les hommes. C'est pas une critique en mode genre ouais les femmes. Non, après c'est de tout temps. J'ai l'impression. Est-ce que c'est parce que notre continent est matriarcal et du coup tu regardes de tout temps, que ce soit au temps de l'Égypte avec Hatshepsut ou que tu regardes Anne Zinga ou Kimpa Vita, toutes ces femmes. Tu verras que de tout temps elles ont été là, mais que soit elles ont été diminuées, c'est-à-dire que je prends par exemple la génération d'après indépendance où on a beaucoup mis les hommes en avant, ou même aux États-Unis avec les civil rights, on a beaucoup mis les hommes en avant, donc il y a beaucoup comme des Malcolm X, des trucs, mais on a un peu éclipsé. Même si aujourd'hui on entend parler, à l'époque on a beaucoup éclipsé les femmes qui faisaient grandement pour ces mouvements. On a éclipsé les lesbiennes afro qui à l'époque faisaient grandement pour ces mouvements. On a éclipsé pas mal de femmes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une ère où bah ouais, les femmes vont beaucoup plus prendre les devants, beaucoup plus faire de choses. Et là, ma question c'est pourquoi dans le milieu afro, les femmes sont beaucoup plus... elles sont beaucoup plus présentes, en tout cas. Elles sont là, elles le montrent. Tu vois. Aujourd'hui, je le vois. Au fait, oui, franchement, moi, je pense que c'est parce qu'elles font un travail extraordinaire. Moi, quand j'ai lancé ce projet et que j'ai commencé à vouloir travailler avec pas mal de personnalités afro, des intellectuels, des écrivains, etc., franchement, pour être honnête, la plupart des gens avec qui j'avais, en tout cas, voulu travailler, c'était des gens qui en tout cas, c'était ces profils-là, quoi. C'était Rokhaya, c'était Aïssé Mega, c'était Sandia Ben Africa, c'était Charlotte Mangeuse d'Herbe, c'était Aïssé Ndiaye d'Africanista, c'était Marie da Silva, etc. Elles sont extraordinaires, c'est des femmes, mais c'est des femmes très instruites, hein. Ouais. Et mais c'est des battantes. C'est extraordinaire ce qu'elles font à Paris. Moi, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé de les rencontrer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est énorme. Et j'ai l'habitude de dire ça à pas mal d'amis, mecs et tout ça. Je leur dis, mais c'est extraordinaire les échanges que j'ai souvent avec certaines femmes afro d'ici, quoi. Donc, et pour moi, je pense que, au fait, par rapport à ce que tu disais, depuis très longtemps, il y a toujours eu des femmes leaders, etc. Mais malheureusement, dans nos sociétés patriarcales, elles ne sont pas réellement mises en avant.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Paris Afro, c'est vraiment une plateforme qui, en tout cas, met en avant le plus possible les femmes afro d'ici. Et aussi, Lenny, j'ai aussi envie de te dire quelque chose. Moi, en venant en France, j'ai vu la difficulté que les femmes afro vivent, quoi. Ouais, ça en France? Ouais. C'est extrêmement dur. C'est-à-dire, les femmes au Sénégal ont beaucoup de difficultés, hein, c'est sûr, hein, parce que les hommes sont des polygames. Voilà, il y a énormément de difficultés qu'elles rencontrent. Mais les femmes afro en France, quand j'ai commencé à échanger avec elles, au début, je ne comprenais pas leurs problèmes. Parce qu'on était dans des mondes différents. Quand elles me parlaient du fait que leur cheveu afro a toujours posé problème, mais non, le cheveu afro n'a jamais posé problème dans un établissement sénégalais. Donc moi, je ne peux pas le savoir. Elles ont vécu énormément de violence, mais pour moi, c'est des femmes qui ont besoin de nous. Voilà, c'est des femmes qui ont besoin de nous. Elles ont besoin qu'on les mette en avant. Et tout ce discours sur le fait que oui, les hommes afro et les femmes afro, etc., nanana, tout ce discours-là, il faut dire qu'en un moment donné, il y a une bonne partie de ce discours qui est vrai. Bien sûr. Et donc, du coup, le fait que les femmes continuent à se battre aussi pour être respectées en tant que femmes noires, etc., moi, franchement, je soutiens totalement leur cause. Et moi, je les kiffe. Hein. Franchement, les femmes afro à Paris avec qui j'ai bossé, mais elles sont extraordinaires. Et j'espère que les gens vont continuer à les mettre en avant comme ça et à faire des choses avec elles. Et là, franchement, là, j'ai envie de le dire face caméra pour dire à toutes ces femmes, les Sandy Abena, les Rokhaya Diallo, les disons Aïssé Maïga, toutes ces femmes, mais vous êtes extraordinaires. Vous êtes vraiment celles qui nous inspirent chaque jour. Chaque jour. Lâchez rien. Et en tout cas, avec le Paris Afro, à chaque fois que l'occasion va se présenter, on va vous inviter et on va faire des choses avec vous. Ah ouais, comme je disais, c'est toutes des grandes battantes. Mais moi, là où j'ai pas du mal, hein, mais tu vois ce que je dis, les femmes aujourd'hui sont très entreprenantes, elles sont partout. Franchement, elles sont partout. Il n'y a pas un moment où tu te donnes la tête. Ouais. Et comment t'expliques que, par exemple, pour le côté masculin, on est totalement, c'est totalement différent. C'est-à-dire que dans l'activisme afro-masculin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'ego et dans la rivalité. Tu vois, on a plein de leaders afro, plein, quelques-uns, et on les voit jamais ensemble. Tu vois, on les voit jamais ensemble, on les voit jamais travailler ensemble, on les voit jamais avoir des projets communs ensemble. Et je me dis, est-ce que c'est parce que l'ego des hommes noirs et du coup, on a du mal à travailler avec d'autres hommes noirs, ou est-ce que on a tellement pas confiance en nous et envers autrui, quand je dis autrui, c'est l'autre homme noir qui nous ressemble, que du coup, on veut même plus, mais on est plus dans ce qui est distance et tout ce qui est... Oui, mais au fait, moi, je pense qu'il faut interroger l'histoire souvent pour pouvoir avoir un peu une idée du chemin peut-être qu'il faudrait suivre en tant que jeune afro aujourd'hui. Moi, quand je regarde un peu l'histoire de Cheikh Anta Diop, d'Aliou Diop, ça, c'est des gens qui ont travaillé ensemble pour faire des belles choses. C'est ça. Si je regarde l'histoire d'Aimé Césaire, Damas, Senghor, c'est des gens qui ont fait des choses ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui... en Afrique, beaucoup de gens ils connaissent Césaire parce qu'il a travaillé avec des Africains. Bon, même si évidemment lui il est d'origine africaine. Bon, voilà, il est africain, disons ça comme ça. Ouais, mais je comprends. Oui, donc tu comprends ce que je veux dire. Donc ce que je veux dire par là, c'est-à-dire en travaillant ensemble, c'est-à-dire moi le fait de travailler avec Lenny, mais ça va me rapporter beaucoup parce que je sais que Lenny, les gens qui l'apprécient peut-être pourront éventuellement apprécier mon travail, etc. Et c'est-à-dire les gens ils se rendent pas réellement compte de ça. Et moi je pense que c'est Cheikh Anta Diop, il allait jamais être. Je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est important. Cheikh Anta Diop, il n'allait jamais être connu si... c'est-à-dire, effectivement, s'il n'y avait pas Aliou Diop, Senghor Diop, Cheikh Anta Diop n'allait jamais être connu. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, au fait, moi, je suis contre les gens qui disent tout le temps « je me suis fait toute seule ». On ne peut pas se faire toute seule. C'est impossible. Donc aujourd'hui, le Paris Afro ou certains projets que j'ai, je travaille avec des gens, on ne s'entend pas tout le temps. C'est sûr et certain. Surtout avec les hommes, c'est un peu par rapport à ce que tu disais. Et franchement, pour être honnête avec toi, j'oublie pas juste ce que cette femme m'a dit à l'aéroport. Voilà, ça je l'ai pas oublié. C'est ça. Donc essaye de faire le mieux pour te challenger, soit toujours la meilleure version et essaie toujours d'atteindre la plus haute dimension de ton âme. Et pour moi, ça c'est la chose la plus importante.
c'est pas toujours facile. Souvent, tu te disputes avec un membre de l'équipe, tout souvent tu travailles avec des gens, c'est compliqué, mais le lendemain, tu prends ton téléphone, tu les appelles. Ça va, tu vas bien, etc., etc. Et vous vous expliquez et vous continuez à vivre. Sinon, tu vas pas pouvoir réaliser des grandes choses avec les gens. C'est pas possible. Et donc moi, voilà, c'est vraiment ce message que j'ai envie de dire à toutes les personnes, surtout les mecs, surtout les hommes qui ont du mal à faire des choses ensemble. Sachez que c'est avec souvent, en tout cas c'est avec les autres, c'est ensemble qu'on peut aller beaucoup plus loin et c'est seul qu'on va plus vite. Voilà, c'est un peu comme dit ce proverbe africain. Tout à l'heure, tu as lancé un appel. Tu as carrément fait une déclaration aux femmes noires. Laisse-moi lancer un appel aux hommes noirs, du coup. Il serait temps, et c'est pas une critique, il est temps de gommer nos petites querelles, nos petites rivalités, nos petits égos pour pouvoir avancer ensemble. Donc, si tu as un talent, quand je dis un talent, que ce soit dessinateur, que ce soit écrivain, si tu sais faire quelque chose, tout simplement, c'est même pas un talent, c'est si tu sais faire quelque chose et que tu as envie d'avancer plus loin, moi je lance un appel à tous ces hommes et femmes en vrai, et venez on avance plus loin, quoi. Venez on fait des projets, venez on crée, il n'y a que ça. Là vous avez le pari afro, je sais pourquoi je kiffe le pari afro. Quand on était petit, Ouais. on n'avait pas si on voulait rechercher des informations sur l'Afrique ou sur nos parents ou sur l'histoire de l'Afrique, on n'avait pas tout ce qui était pari afro, on n'avait pas tous ces centres culturels. Oui. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on va avoir de moins en moins d'excuses. Absolument. À dire, ouais, moi, à l'époque, j'avais pas. Non. Oui, mais aujourd'hui, il y a ça. Ouais, Quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est de l'or. Quoi. C'est un trésor. Vraiment, c'est un truc qu'il faut, comme tu dis, amener vers les quais du possible. Effectivement. Je sais que toi et moi, pourquoi je t'aime aussi, parce que je sais qu'on est un peu le même style d'homme. Quand je dis le même style d'homme, c'est qu'on adore l'histoire. On adore l'histoire, on adore lire. Et je sais que au Paris Afro, alors il y a des cours de langue, mais il y a aussi beaucoup de cours de lecture. Oui, effectivement, il y a des ateliers d'écriture, oui. Et récemment, on a initié un projet d'écriture de livres Génération Afropéenne avec plus de 30 jeunes afro-descendants, un livre de plus de 300 pages. On ne peut pas encore le sortir parce que, là, on est confiné. Ouais. Je peux comprendre aussi. Donc, comme je disais que tu es un homme qui aime la lecture, et ça tombe bien, parce qu'on est dans l'instant présente-moi ton livre. En fait, je demande à chaque invité d'amener un livre qui l'a marqué ou un livre qu'il aime et à nous en parler un peu. Quel est ton livre aujourd'hui, Bachir ? Alors moi, le livre que je t'ai amené, c'est celui-là. Bon, je le montre comme ça. Je sais pas. Ouais. C'est Écrire l'Afrique monde. Écrire l'Afrique monde, c'est... Ouais, tu veux que je le présente un peu Ouais, rapidement. fait. Au fait, Écrire l'Afrique monde, c'est un livre qui a été coécrit par plusieurs auteurs afro, très connus comme Achille Mbembe, Félix Sarr, Léonora Miano, Alain Mabankou, etc., etc. Donc c'est un livre de presque 400 pages. C'est un livre qui a été écrit lors des ateliers de la pensée à Dakar en 2018, je pense. Donc, c'est des ateliers qui réunissent plusieurs intellectuels afro. Ils débattent autour de certains sujets en tout cas, des sujets qui touchent un peu le monde afro dans sa globalité. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est, en tout cas, moi, j'ai vu d'imminents auteurs explorer plusieurs thématiques qui m'intéressent aujourd'hui en tant qu'afro qui vit ici en Europe. Parce que c'est important de souligner quelque chose. Quand tu vis en Afrique, quand tu vis à Dakar ou tu vis à Saint-Louis du Sénégal, ma ville, c'est-à-dire tu ne te vois pas vraiment comme un Africain. Tu te vois comme un Sénégalais, tout court. Mais à Paris, tu deviens Africain. Et donc à Paris, tu deviens Africain, mais il y a les Afriques mondes. Et ces Afriques mondes que tu côtoies à Paris, si tu ne les connais pas, tu as vraiment du mal à te reconnaître dans ce qui se fait. Par exemple, moi, pour être beaucoup plus clair, par exemple, moi, je fais partie de ceux qu'on appelle les blédards, parce que je suis venu en France il y a 4 ans, etc. Je déteste ce mot. Et donc, du coup, j'ai découvert qu'il y a une partie de cet Afrique monde qui nomme les autres des blédards. Donc, j'ai découvert qu'entre nous, il y avait énormément de frontières. Et donc, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que la moitié des gens qui ont écrit ce livre, c'est des gens qui sont des
c'est des profs d'université afro qui sont un peu partout dans le monde. Donc ils partagent leur vision globale sur ce qu'ils constatent dans le monde afro. Et c'est extrêmement intéressant. Et chacun donne son avis. Donc il y a un chapitre, moi, qui me plaît particulièrement. Hein. C'est le chapitre, c'est la partie plutôt d'Achille Mbembe, penser le monde à partir de l'Afrique. Et ça, c'est intéressant parce que ça rappelle un peu ce que Souleymane Bachir Diagne dit dans le livre. Il rappelle un peu que le monde a toujours été pensé à partir de l'Europe. Et c'est qu'après à la conférence de Bandung que les choses ont effectivement évolué, etc. Voilà. Aujourd'hui, le monde se chinoise, se pakistanise, se sénégalise, etc. S'africanise. Voilà, s'africanise. Et donc, du coup, lui, sa réflexion tourne autour de ça, en fait, sur le fait de penser le monde à partir de l'Afrique. Et là, il nous donne en tout cas des pistes de réflexion hyper intéressantes sur comment, effectivement, se débarrasser en tout cas, des complexes que nous avons, nous, en tant qu'Afro, et se sentir... c'est-à-dire trouver sa place dans le monde. Trouver sa place dans le monde. Et au fait, il y a un sujet aussi hyper intéressant qu'il aborde, c'est notre appartenance au monde et au présent. Et moi, ça, voilà, pour moi, ça, c'est les thématiques qui m'intéressent parce que je me suis toujours interrogé sur mon appartenance ici, à Paris. Hein, voilà. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étais certes noir, j'étais certes... comment dirais-je, non seulement noir, mais aussi blédard, etc., etc. C'est-à-dire plutôt aux yeux des blancs, je suis comme ça, aux yeux de certains noirs, je suis comme ça, etc., etc. Donc c'est un livre hyper intéressant, et il y a des passages que je trouve hyper intéressants aussi, que je pourrais éventuellement te lire, si toutefois ça te... Totalement. Voilà. Donc il y a un passage que je trouve vraiment intéressant. Alors c'est ça, où il dit... Pour ceux et celles portés par le souci de l'Afrique, le défi essentiel est donc, désormais, de travailler à l'interstice de plusieurs extériorités, convaincu qu'il n'y a plus de dehors auquel s'opposerait un dedans, car au fond, tout est passé dedans. Il n'y a aucune partie du monde dont l'histoire ne recèle quelque part une dimension africaine, tout comme il n'y a d'histoire africaine qu'en tant que partie intégrante de l'histoire du monde. Et il n'existe guère, ni pour les Africains, ni pour les autres peuples de la Terre, de savoir totalement clos que les uns et les autres ne se devraient qu'à eux-mêmes et à nul autre. Il faut donc sortir de la problématique des origines et de la clôture. Ce sont en effet d'autres embranchements de la pensée qu'il faut explorer. Pour ce faire, nous devons assumer, une fois pour toutes et à visage découvert, le caractère composite de notre héritage et l'hétérogénéité de nos héritages, non plus comme des facteurs d'inauthenticité, mais comme les ressources privilégiées de notre propre dépassement. C'est fort, c'est très fort. Voilà. C'est très très fort. C'est de qui? C'est d'Achille Mbembe. Ok, putain, c'est très fort. Donc ça, c'est le passage qui m'a le plus plu. Et il y a quelque part où il cite Frantz Fanon qui dit qu'il n'y a pas de soi qui se situe hors du monde dont nous sommes tous les héritiers. Et c'est important de dire ça parce que quand tu es afro et que tu nais en France, tu es français. Et c'est ça que Fanon est en train de nous dire. Il n'y a pas de soi qui se situe hors du monde dont nous sommes tous les héritiers. Donc, tu peux être noir et français. Mais quand tu es noir, il ne faut pas aussi refuser le fait que tu as cette partie de toi qui est africaine. Qui est africaine. Voilà. Ça rejoint la phrase de Kwame Nkrumah. Exactement. Qui dit qu'importe où tu vis, une personne qui a de l'ascendance africaine, qu'importe où elle vive, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, elle fait partie de la nation africaine, que ça plaise ou pas aux gens. Oui, on en fait partie. On en fait partie, on vient de là et c'est important de revenir vers là-bas. C'est exactement ce que Frantz Fanon nous rappelle. Et moi, je trouve ça très puissant. Et juste, c'est pour dire les choses, ce projet d'écriture... Tu m'as donné envie de l'acheter déjà. Donc. Oui, et vraiment le projet d'écriture qui a inspiré le Paris Afro pour lancer le projet d'écriture Génération Afropéenne. Oui. Ouais, quand tu disais... oui, exactement. J'ai tout de suite dit... Ah, donc voilà, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire au sein du Paris Afro, on s'inspire de nos pères, Césaire, Cheikh Anta, etc. Et aussi Félix Sarr, Achille Mbembe, tous ces penseurs, on essaie de partir de cette utopie pour réellement réinventer de nouvelles métaphores du futur. De toute façon, moi je dis souvent, c'est que ce que nous ont laissé nos pères, c'est juste les réponses à nos questions d'aujourd'hui. En fait. Exactement.
Ça s'appelle Mauvaise Vibe. C'est un truc que je veux absolument. Alors, faut pas se braquer, mais c'est un truc que je veux absolument. Je sais que souvent j'ai des pensées ou des idées qui vont à l'encontre de la communauté. Pas qui vont à l'encontre de la communauté, mais où je sais que la majorité de la communauté va être très énervée. Et je vais t'en parler. Et à ça, tu as droit à 3 réponses. La première réponse, c'est je ne suis pas d'accord avec toi, Lenny. La deuxième réponse, c'est calme-toi, Lenny, voilà mon point de vue. Et la troisième réponse, c'est je suis totalement d'accord avec toi, Lenny, partons en guerre, fuck off, on y va. Let's go, let's do it. Donc je te dis. Je t'écoute. C'est mon sujet. Je ne sais pas si tu as un peu suivi l'actualité. Il y a peut-être une ou 2 semaines. Oui. On parlait de. Je ne sais pas si tu as vu ces vidéos du jeune Camerounais qui était en esclavage en Libye, qui s'est filmé. Oui, j'ai vu. Qui s'est filmé oui. Et qui s'est retrouvé sur. Enfin, on oui, a partagé. Terrible. Alors, c'est terrible. Mais moi j'ai un problème avec ça. Enfin, c'est pas avec c'est le fait de partager. Alors j'explique pourquoi j'ai un problème avec le fait de partage. En fait, un trop gros partage, j'ai vraiment du problème. Je pense qu'on est dans une génération où on avance plus dans l'émotion que dans la raison. J'explique. C'est-à-dire qu'on a tous vu cette vidéo, ça nous a tous choqués, on voulait tous faire quelque chose. Et c'est un truc, c'est humain de vouloir faire quelque chose. Mais je pense que, et encore une fois, jamais je dirais aux gens c'est pas bien, vous avez partagé, non. Si vous vous sentez obligé de le faire ou si c'était vital, c'est bien de le faire. Mais là où je trouve que c'est bizarre, c'est que moi je l'ai pas partagé. J'ai pas partagé ces vidéos et j'explique pourquoi. Tout simplement parce que premièrement la banalisation. Le fait de partager ce genre de vidéos en grand nombre et que ça banalise l'acte. Tu vois, c'est comme quand on appelle les gens blédards ou migrants, je trouve que ça déshumanise la personne et du coup, on ne voit plus ce qui, pour moi, paraît essentiel et fou, c'est qu'on ne voit plus réellement la misère, on voit juste, on poste quelque chose pour poster. Et je trouve ça bête, et pas bête, je sais pas, j'ai pas envie de tuer les gens, mais je trouve ça trop rapide en fait. Je pense qu'avant de poster ce genre de vidéo, il faut avoir une vraie réflexion. Pourquoi dans la vidéo, ce jeune homme demandait $900, $900 pour pouvoir se sortir de l'esclavage en Libye. Aucun d'entre nous ne s'est demandé comment on va faire. Aucun de nous s'est dit ok, à qui on les envoie. On a vu la vidéo, mais on ne s'est pas dit à qui on les envoie. On ne s'est pas dit où on les envoie. On ne savait rien. On avait juste cette vidéo. Je comprends. Et on a très vite posté au lieu de se dire vas-y, on va essayer de réfléchir. La deuxième chose qui m'embête, quand je dis qu'on est plus dans l'émotion que dans la raison, c'est qu'on a voulu partager cette vidéo peut-être pour aider ce jeune homme. Okay, on s'est dit vite, il en a besoin. Ouais, je te vois. Ouais, sauf que en partageant en masse ces vidéos, on oublie que les gens qui sont en Libye, qui le mettent en esclavage, on ne sait pas si ces gens ont Internet ou pas, et on ne sait pas ce qui est devenu ce gamin. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, j'aime pas dire aujourd'hui, mais il est peut-être mort, il est peut-être dépecé, il est peut-être mis en esclavage ailleurs. Et moi, où là, ça me fait mal, c'est de me dire, on cherche des solutions chez les autres. Quand je dis qu'on cherche des solutions, c'est très vite, les gens sont venus me voir, Lenny, il faut que tu postes. Et je dis, attendez, calmons-nous. On peut pas. Je dis pas que c'est pas bien de poster. Je dis qu'il faut réfléchir avant de le poster et de comprendre pourquoi on le fait. Et je trouvais que c'était très rapide. Donc on n'a pas pris en compte tout ce qu'il y avait à côté. Donc ce gamin, qu'est-ce qu'il est devenu, comment on peut l'aider. Non, on a juste posté. On est parti demander de l'aide. On était en mode, on faisait des hashtags genre Human Rights ou comment ça s'appelle, Amnesty International. Excuse-moi, mais Amnesty International, s'il y a bien quelqu'un qui fait de l'argent sur la pauvreté, sur la misère des gens, c'est eux. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Donc, tu vois, ça aussi, c'est très vite dans la rapidité. Ça me fait penser à un autre cas. C'est le cas de la jeune Sénégalaise qui était partie. Et qu'on s'est tous interpellés pendant... Oui. On a tous reposté. Oui, c'est Diary Sow. Ouais, Diary Sow. Tu vois, c'est pareil. C'est peut-être beaucoup trop de précipitation à vouloir faire les choses. Totalement. C'est ça. Hein. En gros, je ne dis pas aux gens c'est pas bien d'avoir posté tout. Non. Ce que je dis, c'est... Je comprends que l'émotion soit là, mais je pense qu'il faut avoir la raison d'abord pour pouvoir faire ce genre de choses. Ouais, d'accord. Tu vois, au lieu de se... Ah vite, faut le faire. Non, stop. Comment on peut aider cette personne ? Qu'est-ce qui risque de lui arriver ? Encore plus... Tu sais, souvent les gens disent mais comment on fait pour l'aider ? Moi je pense que la seule manière qu'il y a d'aider, en tout cas dans cette situation-là, c'est de te construire toi. Construire toi. Parce que en te construisant toi, tu vas aider les autres. C'est-à-dire que créer des choses, obtient des financements, obtient de l'argent, par investir là-bas,
Et c'est comme ça que tu vas aider ces gens. Totalement. Pour moi. C'est comme ça, en te déplaçant, en investissant là-bas. C'est comme ça que tu vas aider. Pour moi, tu n'aideras pas ces personnes en postant ce genre de vidéos. Okay. Voilà. Donc là, au fait, j'ai fini. En fait, je suis supposé dire je suis d'accord ou pas. C'est juste ça. Non, mais tu peux dire je suis d'accord. Tu peux dire je suis pas d'accord. Ouais. Tu peux dire bah oui. Tu peux dire calme-toi, j'aimerais donner mon point de vue. Non. Au fait, là, je peux juste te dire. Tu peux donner ton point de vue. Oui, non. Au fait, moi, je suis pas d'accord par rapport à ce que tu disais au départ, parce que tout simplement, franchement, Lenny, moi, j'ai vu des gens souffrir à fond. Je sais que toi, certainement, tu l'as déjà vu, peut-être que tu l'as vécu. Je suis pas d'accord avec toi au début, parce que moi, je fais partie de ces jeunes qui, si mon oncle ne nous envoyait pas tous les mois 50 €, j'allais pas être devant toi. Et donc, du coup, j'ai juste, en fait, ça, c'est quand même assez personnel ce que je dis. Ma mère parvenait à faire vivre 5 enfants comme ça. Parce qu'à un moment donné, elle ne pouvait pas. Donc, elle a dû contacter toute sa famille pour le leur dire. Et parmi toute ma famille, il y a une personne qui a dit oui, j'allais pouvoir faire ça, etc. Et chaque mois, 50 €, ça m'a permis d'être là. Ça, c'est un point que je peux donner. L'autre point, par rapport toujours à ce que je suis en train de dire, ce jeune, c'est des gens qui sont souvent issus de familles extrêmement pauvres. Donc, ce jeune-là, je mets à sa place quand moi, j'avais peut-être 10 ans, 12 ans. C'est des gens, ils n'ont pas de soutien. Personne ne peut les aider. C'est pour cette raison-là qu'ils osent faire des choses inimaginables, des choses que personne ne peut imaginer faire ici aujourd'hui en Europe. Donc, ces gens-là, quand ils vont poster des choses comme ça, c'est des gens qui ont besoin d'aide. Je suis d'accord avec toi, ce que tu es en train de dire. Et je suis d'accord sur le fait que il faut élaborer une certaine stratégie pour pouvoir les aider sur place, etc. Là, je suis d'accord. Mais moi, je sais que le fait d'avoir des abonnés, etc., là, je te le dis, hein, là, je prends. C'est-à-dire le fait d'avoir un certain nombre d'abonnés et d'avoir une certaine visibilité, pour moi, le fait de partager peut peut-être inspirer quelqu'un parmi ces milliers de personnes qui vont voir tes posts afin de créer peut-être une cagnotte ou des choses comme ça et faire le nécessaire pour que la personne puisse récupérer l'argent. Même si, à la fin, il y a des, je sais pas, même si à la fin la personne ne reçoit pas l'argent, etc. Mais déjà l'initiative, déjà la démarche, et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit dans cette dynamique. Il faut qu'on soit dans cette dynamique de s'entraider. Et franchement, moi, les gens que je connais qui ont souffert dans leur vie, franchement, c'est des gens qui sont, oui, en mesure de vivre de telles situations et qui sont en mesure aujourd'hui de poster des choses sur les réseaux sociaux. Maintenant, la comparaison que tu viens de faire avec Diary Sow, pour moi, elle n'est pas pareille. Parce que Diary Sow, c'est une situation... Je crois qu'on ne s'est pas compris. Parce que, en fait, je ne suis pas contre ces personnes. Je ne suis pas contre le fait... Je suis contre les gens... Enfin, je ne suis pas contre. Ce n'est pas même de dire contre. C'est que je suis... c'est pas... Quand tu vois le jeune, ce que tu viens de dire sur le jeune, je suis totalement d'accord. Ce que tu viens de dire sur les gens en détresse, je suis totalement d'accord. C'est pas envers eux que j'ai un problème. C'est pas le fait qu'il ait posté tout. Non, ça c'est vital, il en a besoin, c'est logique. Ce que je dis, c'est nous. C'est plus nous que je mets en question. C'est le fait de se dire, nous, avant de poster, tu vois. Vérifions un peu les sources. C'est même pas une question de vérifier, déjà de vérifier, mais c'est une question de qu'est-ce qui va se passer après. C'est qu'est-ce qui va arriver. Tu vois, quand on poste ce truc, moi, la première chose que j'ai dit, c'est en postant cette chose, est-ce que ça va aider cet enfant ? Je dis enfant, mais il a peut-être notre âge, tu vois, mais est-ce que ça va aider cet enfant ou est-ce que ça peut le mettre plus en galère ? Tu vois ce que je veux dire ? Quand je disais que les personnes en Libye ont peut-être Internet, c'est-à-dire que lui, il a posté, les gens vont poster en masse, mais qui nous dit que c'est pas arrivé à ces gars-là et que ces gars-là ont dû lui faire des dingueries ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour moi, dès l'instant que j'imagine, c'est-à-dire moi, quand j'imagine la maman de cet homme, j'imagine ses frères et sœurs, je me dis, mais si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'allais faire ? Moi, je me dis automatiquement que j'allais aider. Donc moi, c'est comme ça que j'essaie de réfléchir. J'essaie de me dire, qu'est-ce que ses proches allaient faire ? Et si je peux le faire, je le fais. Si je ne peux pas le faire, oui. Mais après, l'analyse que tu viens de faire, oui, pour moi, elle est totalement logique. Et je pense que beaucoup de personnes partagent ton avis. Mais moi, je fais partie de ceux qui, aujourd'hui... après, pour être honnête avec toi, je n'ai pas partagé l'info. Hein. Mais moi, je ne l'ai même pas partagé. Mais je pense que si j'avais la possibilité, si j'avais financièrement les moyens et que j'étais hyper riche, je pense peut-être que j'allais faire des choses. Et je pense que c'est là où on se rejoint parce que toi, tu veux, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut avoir une stratégie, aller à la base, régler les problèmes, etc. Là, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Mais souvent, il y a des gens, ils ont juste besoin de se débrouiller un tout petit peu dans leur vie, le temps de pouvoir... peut-être voler de leur propre aide. Et en fait, je voulais juste préciser par rapport à ça, il y a un long discours ici en France sur le fait que au bled, les gens, ils aiment beaucoup qu'on leur envoie de l'argent, etc., etc. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là,
j'ai envie de leur dire quelque chose. 100 €, c'est à peu près le SMIC dans beaucoup de pays africains. Énormément. Le 100 € que tu vas claquer, jeune africain, jeune afro d'ici, que tu vas claquer dans les restos-bars, là, et le lendemain dire que ah là là, il me fatigue. Ce 100 € là, ce sont des 100 € qui ont sauvé des gens comme moi. Ouais. Tous les mois, si tu peux envoyer 100 €, 200 €, do it. Fais-le. C'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. Et surtout, faire du buy black, etc. Un peu comme toi, ce que tu inities comme projet. Tu inities des projets extraordinaires. Grâce à toi, j'ai découvert beaucoup de projets d'entrepreneurs. Et donc, c'est comme ça, effectivement, qu'il faut le faire. Et moi, voilà. Et pour moi, ça se rejoint un peu, pas à 100%, mais je comprends ta position. Et je sais qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on se met d'accord? Moi, encore une fois, ce n'est pas envers les gens qui subissent ce genre de truc. C'est plus une critique envers nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est nous qui vivons en Europe ou comme ça, et qui disons il faut que je l'aide, donc il faut que je partage la vidéo. C'est vraiment, moi, c'est vraiment la vidéo ta vision. Sans réfléchir à ce que ça va amener après. C'est surtout ça. C'est qu'est-ce que ça risque d'impacter après? Qu'est-ce que ça peut engendrer après? Tu vois ce que je veux dire? En mettant des hashtags Amnesty International, en mettant des hashtags Parlement européen, ces gens-là, c'est eux qui créent ces situations. T'inquiète pas que ton hashtag, ils ont eu 20 000 photos, 20 000 trucs qui ont fait que. Non, je comprends parfaitement ta vision. Mais attends, là où je reviens, oui, là où je suis d'accord avec toi, totalement, et c'est quand tu dis quand on envoie de l'argent au continent et qu'on est en mode genre, parce que je sais que beaucoup de gens de la diaspora d'ici, on est en mode genre, ah là, mais ils pensent qu'on gagne de l'argent sur les arbres. Mais tu vas aller acheter 2 pulls Zara et tout à 100 €, mais 100 €, il y a des là-bas gens, tu nourris, ouais. C'est la réalité. Ouais, non, sur ça, je suis totalement d'accord. Il y a pas de, c'est vraiment plus dans notre réflexion à se dire quand on a ce genre d'informations. Quand je dis information, c'est la vidéo qu'on a eue. Ou quand on a, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Thierry-So. C'est plus dans la précipitation. Ouais, on a précipité à vouloir poster truc. Cette fille, elle s'est dit attends, mais moi je suis pas juste partie à Toulouse avec ma famille me décompresser. Absolument. Et je me retrouve au milieu d'un et je pense que c'est là où ça nous a desservi. Parce qu'on s'est tellement précipité. Au fait, il y a un proverbe sénégalais qui règle ce genre de situation. Il y a un proverbe sénégalais qui dit Boy baaxal rek bul xool ku baax ak ku baaxul. Qui veut dire Boy jëf lu baax jëfal rek lu baax. Il y a un proverbe sénégalais qui dit quand tu veux faire du bien, Diary Sow, disparu ou pas disparu, tu veux faire du bien, tu veux poser des actes positifs. Fais les actes qui te semblent être positifs pour toi. Si en retour, on se rend compte que c'était un deal, etc., toi, tu as joué ta partition. Et moi, j'aime beaucoup ce proverbe. Et souvent, je rencontre des gens ici en France, dans la rue, etc., qui font la manche. Il m'arrive souvent de leur donner des pièces. Il m'arrive souvent d'être avec des amis, caucasiens ou pas, hein, qui me disent, mais Bachir, mais ici, ça se fait pas, là. Toi, tu donnes. Je dis, écoutez, vous savez, après, ils me disent que si tu leur donnes, ils vont aller boire, etc. Et le proverbe... Tout à fait. Et ce proverbe vient régler le problème. Parce que cette personne que tu vois qui est en train de boire, peut-être que la personne va boire le jour et la nuit va aller faire, je sais pas, va nourrir ses enfants. Donc, on ne peut pas tout le temps trouver des solutions comme ça pour peut-être ne pas aider, je veux dire. Donc, moi, je comprends ta position, mais je fais partie de ceux qui, souvent, quand ils font certaines choses pour les gens, je le fais et je ne cherche rien en retour. C'est ce qu'il faut faire, en vrai. Et donc, en continuant à cultiver ça, il arrive un moment où tu parviens franchement à te dire, écoute, bon, Diary Sow, ok, le revenu, ok, bon, moi, j'ai fait ce que je vais faire, etc., etc. Et aussi, on est des humains. Il faut aussi qu'on puisse comprendre qu'on a, qu'on se trompe. Donc, on ne peut pas tout contrôler. Ouais. On ne peut pas tout contrôler. Donc, pour moi, ce monsieur qui avait besoin d'aide, si j'étais un Sadio Mané ou je ne sais pas quoi, je pense que j'allais le faire. Ouais, après, beaucoup de gens, quand ils étaient pauvres, ils disaient tellement de belles choses. Je vais le faire. Quand ils sont devenus milliardaires, ils ont commencé à bombarder des pays. Non, mais je pense que, en tout cas, je pense qu'une personne qui est humain avant tout, je ne parle même pas de question de bon ou mauvais, c'est vraiment humain de se dire, bah ouais, il y a des personnes de l'autre côté du monde qui galèrent. Et je comprends qu'on a tous envie, vraiment, je pense qu'on a tous envie d'aider le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on essaye de faire les choses rapidement. Au lieu de créer un plan, tu vois, au lieu de se dire, bon, calme, posons-nous, voyons ce qu'on peut faire, c'est comme ça, tac. Non, on veut faire les choses rapidement. Et je pense que Internet, c'est surtout ça, pour moi, le problème est là, c'est que je pense que Internet, bah, c'est l'outil qui nous permet de faire les choses rapidement, mais qui ne nous permet pas de réfléchir à ce que ça va déclencher après. C'est surtout ça, moi, qui me dérange. C'est pas le fait... En fait, sur ce plan, on est d'accord. On est d'accord, mais de tout le plan du début, c'était ça. Ouais, c'était ça, ok. C'était pas... Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est quand tu me parlais... Après, j'avais envie de dire aux gars, allez, quoi. Envoyer des sous en Afrique, là, ça fait rien. 100 €, c'est rien. Ah, mais ce n'est que dalle.
envoyer des sous, quoi. Bachir, merci. Merci Lenny. Non, je te dis merci parce que là, ça va être peut-être 30 minutes, mais ça a duré un peu plus d'1 heure. Ces 1 heure m'ont vachement appris. C'est très bête, hein. Ça a duré qu'1 heure, c'est un échange. Mais ça m'a vachement appris. Il y a eu de tout. Il y a eu de l'émotion, il y a eu des accords, pas d'accord. Mais pour moi, c'est ça. Je pense que le plus important en général dans le monde, c'est l'échange. Tu vois, que ce soit les échanges d'idées, de paroles. Quand on voyage, on échange. Tu vois, le fait de bouger dans d'autres pays, c'est échanger. Et c'est aussi de voir d'autres façons de voir. Absolument. Tu vois. C'est ce qu'on dit à Wolof, il faut voyager pour s'enrichir. C'est tout. Je suis Wolof, mec. Ah, yo. Sans savoir. En tout cas, merci à toi. On rappelle Paris Afro. Oui. Centre culturel hors les murs. Hors les murs. L'Afrique monde au cœur de Paris. C'est ça, l'Afrique monde au cœur. J'adore cette phrase. L'Afrique monde, l'Afrique monde, l'Afrique monde. Merci à toi, vraiment. J'espère que. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Que je puisse retourner en Afrique d'ici 5 ans maximum. D'accord. Écoute, je te le souhaite, mais je te souhaite que tu m'emmènes avec toi aussi. Moi, j'ai envie de visiter le Sénégal, j'ai envie de voir le village de ton père, j'ai envie de bouger, quoi. Ouais. Donc, je te souhaite. Bienvenue. Je te le souhaite énormément. Encore merci beaucoup. Vous étiez sur Génération Décolonisation. Merci à vous et à la prochaine. À la prochaine.